Salut à tous et bienvenue dans le 146e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment la rencontre qui a lieu hier soir en Ligue des Champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 des Citizens. C'est une défaite logique et une victoire aussi logique de Manchester City. On a eu un peu d'espoir, messieurs, samedi face à Nantes, où on avait dit que c'était quasiment la meilleure première mi-temps du PSG, même si ce n'était que Nantes. Et hier, on a l'impression d'avoir revu les matchs qu'on a vus depuis le début de saison, c'est-à-dire pas grand-chose à en tirer. Mais avant de parler du match, bien évidemment, je vais vous présenter mes compères, ceux qui m'accompagnent ce matin pour ce débrief. Tout d'abord, Yacine Amned, coach Yacine, qui n'a pas beaucoup dormi, d'après la taille de ses yeux, qui a dû se refaire le match 2-3 fois, parce qu'il a un côté un peu maso, l'ami Yacine. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous. Je suis obligé de dire que ça va pas, mais... Ça devient une habitude, Yacine, c'est bon, on est rodé maintenant. Et surtout que les gens pensent pas que c'est une posture, tu sais, ça me fait plaisir. J'aimerais tellement arriver et m'éclater et dire « Ah ouais, franchement, hier, j'ai kiffé, on a défoncé City, je me suis régalé, voilà, je suis au bout du rouleau. » Ouais, mais en même temps, un podcast où tout se passe bien, Yacine, on s'emmerdera un peu. Là, c'est bien, t'es énervé, t'as plein de choses à dire. C'est surtout que le PSG nous a jamais habitués à ça, donc... Est-ce que tu penses placer un ou deux dégueulasses pendant ce podcast? Ouais, de grandes chances. Ça marche. Mon deuxième compère, c'est l'ami Clément Pernia. Salut Clément, comment ça va? Salut Mousse. Moi, tout va bien. J'ai vu un PSG cohérent, conforme à lui-même. Aucune surprise, je suis en pleine forme, moi. Voilà, tu as pris du plaisir. Voilà. Rien d'illogique. Tout va bien. Tout va bien. Et pour le quatrième, ce sera notre invité du jour. C'est l'ami Romain Bedouk. Salut Romain. Donc Romain, est-ce que j'ai besoin de te présenter? Tu présentes le Club des 5. Tu es sur France Bleu Paris cette saison. Tu fais l'émission spéciale PSG sur France Bleu Paris avec toute l'équipe. Il y a Pierre Clément, Bruno Salomon, enfin toute l'équipe de Radio Bleu. Salut Bedouk, n'importe quoi. Salut Romain Bedouk, pardon. Merci d'être là avec nous ce matin. Salut Mousse, salut Yacine, salut Clément. C'est dur, c'est dur ce matin. Ouais. Ici, là. Mais j'ai déjà vu un Yacine heureux, puisque moi j'ai eu la chance de voir Yacine, de voir le match de samedi avec Yacine contre Nantes, et à la mi-temps, dans les petits fours du parc, on avait des sourires. Ouais. Donc, ouais. Mais t'as pas une photo, t'as pas quelque chose, une capture d'écran? Une preuve. Je la prendrai comme ça. Il faut que tu le tweets, ça, Romain. Les gens voient un peu les dents de Yacine. On les voit rarement, ces dents. Donc, Attends, on peut dire quand même que Romain, il a animé un nouveau rendez-vous quand même pour France Bleu sur Twitch. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Match. Tu peux en parler 2 minutes si tu veux, Romain. On t'écoute. C'était une première donc c'est cool que France Bleu se mette à Twitch parce que on a l'image gros média et nouvelle plateforme. Et c'est bien qu'ils fassent la jonction entre les deux. Et donc on a fait un débrief de 2 heures hier de 23 à 1 heure du matin sur Twitch et on a eu des super retours. Les gens qui ont regardé ont bien aimé. Il y a eu l'intervention tu le disais, de Pia qui est venu et de Bruno qui était en direct de Manchester. Donc c'était très cool et on a hâte de le refaire, quoi. Bon, écoute, bonne chance pour ce nouveau rendez-vous, Romain. Merci. On jettera un œil, ne t'inquiète pas, et peut-être même qu'un de ces quatre on viendra participer, hein. Grave. C'est pour ceux qui dorment pas. Évidemment, j'y étais. Ouais, il y avait des messages de Yacine sur le chat, on sentait qu'il était un peu, ça donnait envie du podcast d'aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça, Romain, qu'on débriefe jamais après les matchs, parce que sinon je pourrais pas le tenir, Yacine. C'est impossible. Je préfère qu'il dorme un petit peu quand même, tu vois. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Romain. Il dort pas. Le problème, c'est qu'il dort pas, c'est qu'il revoit le match. En fait, il est constamment en après-match et il est même énervé quand on enregistre le matin. Mais oui, mais c'est ça, j'ai dit, il a un côté un peu maso, Yacine. C'est comme ça. On peut rien y faire. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Comme je le disais, défaite du Paris Saint-Germain 2-1, avec l'ouverture du score en deuxième mi-temps de Kylian Mbappé sur un super mouvement avec Messi, Neymar, et ensuite, ensuite 2 buts de City, mais c'est assez logique en fait, parce qu'il y a eu clairement une domination, notamment en première mi-temps. Première question, messieurs.
Qu'est-ce que vous avez pensé globalement du match, même si je connais un peu la réponse. Allez, je te lance, Romain. En fait, j'ai la tristesse d'avoir vu deux classes d'écart entre un cadre européen et une équipe qui est censée être un cadre européen. On a vu que en face, il y avait un Manchester City qui était 3 tons au-dessus du PSG, qui était sûr de son collectif, alors qui bosse depuis plus longtemps, puisque Guardiola est là depuis 5 ans et l'effectif bouge peu, donc ça peut s'expliquer, alors que Pochettino n'est là que depuis 11 mois. Mais ouais, c'est le premier truc qui m'a frappé. On l'avait déjà vu à l'aller, même si à l'aller on l'emporte, c'est plutôt grâce à un réalisme assez insolent qui a une vraie domination. Donc on l'avait déjà vu à l'aller. Quand il y a le 1-0, je me dis, mais cette équipe, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Comment on peut analyser ce truc-là? Et finalement, t'es rattrapé par tes carences, t'es rattrapé par le fait que tu défends à moins que les autres. Je sais pas pourquoi. Tu étais rattrapé par le fait qu'offensivement, tu proposes peu, tu proposes rien, tu n'accompagnes pas sur les contres, sur les transitions. Et voilà, et tu te retrouves dominé. Et quand tu es acculé autant, pendant autant de temps, forcément, au moment tu lâches. Donc voilà, la victoire, elle est amplement méritée, elle est logique. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment les deux classes d'écart qu'on avait entre Paris et City, quoi. Clément, à peu près un peu la même question. C'est vrai que je le disais en préambule, on avait eu un peu d'espoir samedi face à Nantes, même si ce n'est que Nantes, mais dans le jeu, en tout cas en première mi-temps, on avait vu un Paris en mouvement, un Paris qui se créait des occasions, qui avait l'air de plutôt jouer de manière collective. Et encore une fois, face à une grosse équipe et face à une équipe justement qui presse très haut, on a encore vu un Paris qui a eu beaucoup de mal, notamment avec les trois offensifs qui n'ont pas beaucoup aidé les 7 autres joueurs. On retombe encore dans nos travers, Clément, et ça devient une sale habitude. Moi, je pense qu'il va vite falloir oublier le match de samedi, parce que c'était vraiment à l'heure où Paris avait tous ses joueurs, Verratti, Paredes, tu avais un Nantes qui laissait jouer le PSG. Là, on est vraiment, comme je te le disais avant le podcast, ce match d'hier, j'ai l'impression d'avoir vu 15 fois avec le PSG en Coupe d'Europe. Voilà, Romain l'a un peu dit, il a parlé de 3 tons d'écart. Guardiola, il y a quelques semaines, disait que c'est pas ses joueurs qui couraient, c'était le ballon. Bon, c'est un peu un menteur parce que hier, c'est vraiment les deux qui ont couru. Il y a ces joueurs qui sont en mouvement perpétuel. Là, je te dis, j'ai revu le match tout à l'heure et ça bouge tout le temps et Paris, c'est immobile. Enfin, si tu mets les deux, si tu fais un panorama des deux équipes l'une à côté de l'autre, tu as une équipe qui est en perpétuel mouvement tout le long. On connaît l'animation de Guardiola sans véritable neuf, mais avec des animateurs qui bougent tout le temps. Et le PSG, quoi, ça bouge pas. On sait pas on sait qu'il y a un bloc bas qui défend, qui coulisse de 7 joueurs, mais dans la proposition du jeu, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on ne sait pas vraiment ce que le PSG veut faire, à part essayer de ressortir le ballon proprement, sur certaines fulgurances, de se créer des occasions, mais il n'y a pas vraiment de cohérence. La cohérence, c'est de défendre bas, défendre solide. Alors ça, le PSG arrive plutôt bien à le faire, sauf qu'à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite, c'est quand tu souffres, surtout à l'extérieur, parce que le PSG à domicile arrive plutôt bien à le faire. Vous l'avez vu contre le Bayern, donc contre Manchester à l'aller, où il arrive plutôt à tenir et sur certains coups d'éclat à faire la différence offensivement. À l'extérieur, si on regarde le parcours du PSG ces dernières saisons, ça marche très rarement. On finit toujours par encaisser 1 ou 2 buts. Et voilà, ça, c'est limite le fait de ne pas avoir de fond de jeu, de subir et de jouer contre une équipe en perpétuel mouvement quand toi, tu es immobile et tu proposes rien. Et tu finis par le payer. Et hier, tu vois l'une des 2 meilleures équipes d'Europe face à une équipe qui est dans le top 10, quoi. Voilà. Yacine, je pense que tu vas faire à peu près le même constat que Romain et Clément. Et d'ailleurs, Clément soulignait le fait que les joueurs de Manchester City couraient bien plus que ceux du PSG. Il y a une stat qui est sortie depuis hier. Hein. L'équipe de Manchester City a couru 6 km de plus, ce qui est énorme. Je crois qu'ils sont à 111 pour City et 105 pour le PSG. Yacine, on peut pas prétendre à remporter ce type de compétition en courant si peu. On est bien d'accord, Yass. Ouais, le problème, c'est que, alors, la statistique, tu t'en fais ce que tu veux. Après, en fait, le truc, c'est que quand tu te dis que Paris est en bloc bas, que Paris n'a pas eu le ballon, donc a dû courir pour fermer les intervalles, pour coulisser, etc. Que Paris a dû donc faire des courses plus longues pour attaquer. Mais 6 km de moins, c'est un truc de fou.
Parce qu'on n'est pas en train de dire ils ont couru 6 km de moins, mais ils ont joué dans les 30 mètres de Manchester City. On est en train de dire qu'ils ont joué dans leur propre camp. Donc, évidemment, et dans ces 6 km, quand tu as 3 joueurs qui en cumulé courent 4 km et demi, évidemment que tu pars avec un handicap qui est énorme. Thierry Henry l'a dit hier sur Sky Sport, je crois. En fait, c'est juste plus possible de jouer au football avec 3 joueurs qui ne participent pas au travail défensif, qui ne sont pas dans le bloc équipe. En fait, tu ne peux pas jouer en 7-3, et encore 7-3, un peu gentil, parce qu'il y a un no man's land entre le 7 et le 3. Donc, il manque quelque chose déjà ici. Et à la limite, je vais même aller un peu plus loin, tu peux jouer en 7-3, mais à ce moment-là, à la récupération, arrêtez l'histoire de faire tourner, trouver Paredes, cherchez direct devant. Vous ne prenez pas la tête, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, même dans cette idée-là de dire on va défendre un 7 et on va attaquer à 3, tu n'es même pas dans ton principe de dire on trouve vite les 3 et débrouillez-vous. Voilà. Donc, il n'y a rien de cohérent. On a vu hier, surtout, ce que je répète depuis plusieurs mois maintenant, une équipe où, quand un joueur a le ballon, en fait, les courses, et vous pouvez prendre City, encore une fois, il n'y a pas de truc. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Attention, je vais essayer de me faire bien comprendre parce que sinon, je connais qu'il y en a qui vont me sauter dessus. Oui, il ne faut pas banaliser. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas en train de banaliser ce que fait City. Voilà. Par contre, City, quand un joueur a le ballon, suivant là où il est, chacun sait ce qu'il a à faire. Et en fait, quand tu regardes City, et vous pouvez reprendre la minute coach du match aller, il y a plein de similitudes sur l'utilisation de Mahrez, sur le renversement, sur fixer d'un côté, aller chercher rapidement de l'autre côté pour jouer des 1 contre 1, etc., etc. Donc en fait, tout est prévisible. Sauf qu'en fait, dans cette prévisibilité, tu as, quand Mahrez, par exemple, récupère le ballon, il a systématiquement un joueur qui plonge entre lui et le premier poteau, donc devant lui, souvent Bernardo Silva. Il a un joueur au deuxième poteau, et il a un joueur qui vient fermer un peu après le deuxième poteau. Et lui, il doit choisir la meilleure solution au moment où il a le ballon. Voilà. C'est simple. En fait, c'est juste une équipe qui a des idées de jeu, qui sait les mettre en place, et où tout est cohérent dans ce qu'on décide de faire. Voilà. Et en face, tu as une équipe où il y a, on ne sait pas. Voilà, faut tenir et puis espérer un miracle. Et le pire, tu vois, tu parlais tout à l'heure, il y a l'ouverture du score, évidemment, mais à 1-1, Neymar, il n'est pas loin de donner l'avantage au PSG. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux quand même gagner ce match. Alors que, tu vois, c'est le foot aussi, c'est la beauté du foot. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, et on reparlera de Pochettino parce que, évidemment, encore une fois, on peut me raconter ce qu'on veut, mais tout part de lui. Romain, j'ai vu un extrait d'une émission, je ne sais plus si c'était Club des 5 avec Elton ou sur Winamax. Il a dit une phrase que je trouvais plutôt intéressante. Il a cité Jürgen Klopp en disant que le meilleur 10, c'était le pressing. Et que cette équipe du PSG, c'est impossible en 2021 de jouer comme ça, c'est-à-dire de te priver de 3 joueurs. Comment t'expliques, Romain, ou d'après toi, quel était le plan de jeu de Pochettino hier, quand tu sais que tu joues face à une équipe qui va avoir le ballon, comment t'expliques qu'on ait subi autant d'assauts de Manchester City, notamment en première mi-temps? On a l'impression qu'elle n'est pas préparée, cette équipe. Ou en tout cas, on a l'impression que Pochettino ne prépare pas les matchs. Parce qu'hier, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mouvement, pas de réaction, notamment après l'égalisation de City. D'après toi, comment il a préparé ce match, Romain? Mais alors, pour moi, dans ça. Alors, juste avant, attends, parce que j'ai pas été complet, comme ça au moins tu pourras finir ton propos. J'ai oublié de dire que c'est important quand même. C'est vrai que le jour du match, on a été privé à la fois de Wijnaldum et de Marco Verratti. Bon, surtout Marco Verratti qui est très important dans le système et notamment face à des équipes comme City. Voilà, je voulais préciser ça et je te laisse la parole. Le Marco Verratti, c'est pas son premier match absent à Paris. Évidemment. Donc, moi, j'adore Marco Verratti, je suis un de ses plus grands fans et je veux qu'il soit là. Et quand il est sur le terrain à 100%, je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais Paris doit être habitué maintenant à devoir jouer sans Marco Verratti. Parce que c'est un fait, c'est pas le critiquer, etc. Je vais pas rentrer dans les spéculations de pourquoi il est blessé, pourquoi il se blesse à la jambe un jour avant, etc. Pourquoi il est si fragile. Mais le fait est que Paris doit jouer sans Marco Verratti. Parce que Marco Verratti, c'est un fait, il est là entre
la moitié et les trois quarts des matchs dans la saison, il est là, mais donc il y a un bon gros tiers à chaque fois où il est pas là, et tiers, je suis gentil. Donc il faut apprendre à jouer sans lui. La problématique d'hier, pour moi, les problématiques, pour moi, il y en a deux. La première, c'est que on ne doit pas banaliser le fait que c'était sur France Bleu, il y a Stéphane Bitton, je crois, qui a dit que c'était un 7-0-3, le système. Tu vois, pour dire qu'il n'y avait vraiment aucun lien entre l'aspect défensif et les attaquants. Il ne faut pas banaliser ça. C'est pas comme si on devait dire c'est normal, ouais, on sait, Mbappé, Messi, Neymar, ils défendent pas. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et tu t'handicapes d'un point de vue défensif parce que tu es à moins et donc tu tournes beaucoup plus à 7 joueurs qu'à 8, 9 si tu dois récupérer le ballon. Mais, et ça en vient à la deuxième problématique, il y a un autre souci, c'est que quand tu récupérais le ballon, ils étaient tout aussi absents. C'est-à-dire qu'au moment où Paris récupérait le ballon, j'ai un schéma en première période où il y a Herrera, Hakimi et Marquinhos qui arrivent à se sortir du premier pressing de Manchester City, parce que tu l'as dit, Mousse, le premier pressing de Manchester City, c'est une de leurs armes. Ils arrivent à s'en sortir. Herrera se retrouve avec le ballon à 25 mètres de ses buts, en position de pouvoir regarder vers ses attaquants. Et les trois sont très loin, très très loin. Il n'y a que Paredes qui arrive par des passes qui cassent plusieurs lignes à potentiellement les trouver, mais ils doivent être beaucoup plus impliqués. Et ils doivent être beaucoup plus présents, beaucoup plus proches des autres lignes. La preuve, c'est que le but de Mbappé vient du fait que Neymar est pour une fois redescendu pour participer à la première relance, enchaîner un peu avec Nuno Mendes, et après tu peux développer une attaque où Nuno Mendes prend son côté, ou Hakimi parfois prend son côté, et on peut essayer en contre de jouer le coup. Moi, j'ai abandonné l'idée que Mauricio Pochettino prenne le ballon et 60, 65, 70% de possession, essaye de créer des schémas de jeu, etc., comme à la Guardiola, comme on l'a vu. On a abandonné l'idée. Ok, ça se passera pas. Moi, je suis plutôt dans l'idée que s'il y a de la cohérence entre ce que le coach veut et ce qu'on voit sur le terrain, écoute, ça peut m'aller. Ça peut m'aller. Je suis plutôt flexible là-dessus. Mais là, il n'y a pas de cohérence. Puisque si tu te demandes de rester derrière, c'est qu'à un moment, tu as bien envie de marquer un but, puisque tu dois aller chercher la victoire pour être premier. Donc, si tu veux marquer un but, il faut que tu essayes de jouer tes contres à fond. Ce qui n'a pas été le cas hier, puisque tu avais les trois qui étaient mais pas concernés du tout, ni par la récupération du ballon, ni par les premières transitions. Donc le problème, pour moi, il est double. C'est que j'ai senti une équipe qui n'était pas concernée, des stars de devant qui n'étaient pas concernées. Est-ce que ça vient du discours du coach, de tout l'environnement qui est actuellement sur le fait qu'ils veuillent s'en aller, je ne sais pas. Mais le fait est que sur le terrain, ce qu'on a vu, c'est un simulacre d'équipe, puisqu'on se retrouvait avec 7 joueurs qui défendaient la mort et dans ces registres-là, Kimpembe et Marquinhos, ça marche très bien parce qu'ils savent se jeter dans la surface pour essayer de détourner un ballon quand il le faut, ça fait partie de leur force. Donc là-dessus, ok, mais il y a un moment quand tu es à 7 contre 11, oui, parce que 7 contre 11, parce que Ederson, il peut aussi jouer au pied, etc., forcément, tu es dépassé. Et Paris a été dépassé hier. Clément, pareil, on va poursuivre un peu sur Pochettino avec les absences de Wijnaldum et de Verratti. Est-ce que tu n'étais pas déçu justement de ne pas voir Pochettino faire des vrais choix et notamment essayer de passer à une défense à 3? C'était aussi peut-être l'occasion de le faire. Je vais te citer une phrase de Yacine qu'il a mis dans son papier qui m'a fait rire. Il dit vouloir jouer dans un bloc bas face à une équipe comme City avec des latéraux comme Nuno Mendes et Achraf Hakimi, c'est comme vouloir acheter un 100 mètres carrés dans le 16e en étant au RSA. Est-ce que tu partages l'avis de Yacine? Oui, oui. Mais après chaque week-end et chaque mercredi, on dit que ça aurait dû être le match parfait ou le match pour tenter le 3-5-2, enfin le 3-4-3 ou comme on veut, enfin bref, la défense à 3 quoi. Il le fait pas. Et manifestement, il le fait pas. Alors, on suppute sur un éventuel lancement de ce système au moment où Sergio Ramos sera là. Mais pour l'instant, 2-1, il est pas là. Et 2-2, il pourrait très bien le faire sans lui parce qu'il y a des joueurs pour ça. Il peut mettre Thilo Kehrer, il peut mettre Abdou Diallo.
Il peut très bien. D'autant plus Clément que Paris en première mi-temps était déjà quasiment qualifié parce que Leipzig avait déjà fait le travail en première mi-temps et ça le staff le savait. Il aurait pu tenter le coup en se disant voilà, maintenant on est qualifié, on va essayer de faire un peu de jeu quoi. Surtout que en plus ça t'apporte une sécurité défensive, hein, le fait d'avoir une défense à 3 flexible à 5, ça t'apporte vraiment une sécurité défensive quand t'as pas le ballon, ce qui arrive assez souvent quand ça empêcherait City de jouer sur la largeur et notamment voilà, ce qu'a souligné Yacine. Ouais, voilà, le fait qu'il y ait des renversements de jeu constants, là, t'aurais peut-être mieux le gérer avec comme tu dis, une défense à 5. Et offensivement, tu libères complètement et dans le positionnement et même psychologiquement tes latéraux. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Je pense que quand Nuno Mendes il monte, il sait très bien que derrière, s'il y a une vague, ça va être compliqué. Donc, si tu as une défense à 5, il se pose moins cette question parce que tu as 3 centraux derrière qui couvrent. Bon, là, encore une fois, on suppute parce que de toute façon, Pochettino, il l'a toujours pas fait et visiblement, c'est pas dans ses idées. Moi, par rapport à ce qu'a dit Romain, je pense que c'est voulu, en fait, ce qui s'est passé hier. C'est voulu, donc ce bloc bas, cette défense, c'est assumé même, mais comme il l'a dit, ça peut être efficace si devant, c'est dynamique, si devant, ça bouge. Mais c'était fixe, c'était immobile, en fait. Donc tu peux avoir une défense basse, un bloc bas, si devant, à la récupération du ballon, tu as du mouvement, tu as de l'animation, tu as des échanges entre eux. Mais en fait, il y avait ouais, le no man's land, c'est le bon terme qu'a employé Yacine. Tu n'avais absolument rien. Donc, en fait, tu avais un bloc bas, mais tu n'avais aucune perspective à la récupération du ballon. C'est-à-dire que quand tu avais le ballon, bah, c'était point d'interrogation. Donc, il n'y a pas de solution en fait à ça. Il n'y a pas de solution. Si à la récupération du ballon, tu as un Neymar qui est sur son côté gauche ou qui tricote trop parce que c'est Neymar et qui ne trouve pas de solution, qu'il n'y a pas d'échange entre Messi et Neymar, que Mbappé fait pas les bons appels, que les trois ils se rendent pas disponibles pour une récupération de balle de Paredes, d'Herrera ou Gay, et bah tu es dans une impasse. Tu es dans une impasse parce que ton bloc bas et même ta solidité défensive, elle aboutira à rien derrière offensivement. Donc moi je pense que de base par principe c'est voulu de défendre bas. De toute façon il le sait, avec les joueurs qu'il a, il n'avait pas forcément d'autres solutions, sachant que Messi ne défend pas, que Neymar défend à moitié. Mais ça peut marcher comme à l'aller si derrière tu as du mouvement, si derrière tu as des choix efficaces, sachant qu'hier, j'y reviendrai plus tard, mais tu as des joueurs comme Herrera, comme Hakimi qui ont beaucoup failli avec le ballon, qui ont fait des mauvais choix à énormément de moments. Herrera, vraiment, ça c'était flagrant. Hakimi, en première mi-temps, il est servi 2-3 fois par Messi sur le côté. Il doit faire mieux. Tu as Mbappé qui fait des appels et c'est défaillant, quoi. C'est catastrophique. Donc, il n'y a que Nuno Mendes qui a parfois à certains moments tenté. J'ai en tête 2-3 percées là où bon, il fait pas les bons choix parce qu'il doit la donner au final, mais globalement il tente. Mais derrière c'est compliqué. J'ai envie de dire c'est un tir cadré pour Nuno Mendes. Hein, ouais, voilà, exactement. J'ai envie de dire que hier le plus intéressant peut-être c'est Paredes. Paredes qui a récupéré 2-3 ballons, qui est le seul à être parvenu à casser 2-3 lignes. Voilà, j'ai en tête 2-3 actions où il arrive à trouver Messi et Mbappé sur les côtés, mais derrière c'est assez faible. Et c'est pas que de leur faute, c'est aussi de la faute des mecs de devant, encore une fois, qui étaient complètement absents, qui n'étaient pas concernés en fait. Je pense qu'ils n'étaient pas concernés ou trop peu concernés. Et dans un match comme ça, bah tu joues à 7 contre 11, donc c'est compliqué. Messi surtout pour moi, parce qu'on a vu quand même Neymar faire quelques petits efforts, Mbappé aussi, c'est pas suffisant, mais ils en ont fait quelques-uns. Messi, c'était voilà. Messi, il avait posé un RTT hier. Messi, c'est dur. Même sur certaines actions où Paris arrive dans les 40 derniers mètres de Manchester City, on trouve un Messi qui, je ne veux pas dire qu'il marche parce que marcher, Messi a toujours marché. Donc il n'y a pas de, le fait qu'il marche n'est pas forcément symbolique. Il est plus pas concerné, on a l'impression. Il n'était pas dedans, il n'était pas concerné, il n'accompagnait pas, il n'était pas. On avait l'impression que si l'action ne démarrait pas par lui, en aucun cas, il pouvait y participer du début à la fin. Ce qui paraît fou. Parce que on peut avoir une action qui démarre par Neymar et Messi qui va aller dans la surface pour être peut-être dans un rôle un peu plus à la finition. Non. S'il n'est pas au démarrage de l'action et il n'est pas là pour
pour essayer de combiner avec un attaquant et prendre de l'élan pour aller vers l'avant, il participe pas. Et paradoxalement, c'est les meilleures situations du PSG, ça part de lui. Quand il arrive à se démarquer, quand il arrive à faire un crochet et faire la bonne passe au bon moment, parce que c'est là où il est très fort, c'est quand il arrive à ouvrir d'une super passe ou d'un mouvement de passe. C'est les meilleures situations, ça partait de lui, mais vous avez raison, c'est trop peu. Les meilleurs, je sais pas combien t'en as vu, mais non voilà, c'est trop peu, c'est trop rare. Et c'est trop absent quand il est pas dans l'action, ouais, c'est vrai. Parce que tu parlais du tir cadré de Nuno Mendes, Mousse, mais sur cette action-là, c'est criant. Il est tout seul, Nuno Mendes. Oui, complètement seul, donc il tente début à la fin. Et pourtant, il démarre un peu après la ligne médiane. Il fait son premier crochet. Et là, à ce moment-là, quand il rentre dans l'axe, on se dit, bon, ben voilà, tu peux avoir un relais avec Mbappé, tu peux avoir un relais avec Neymar qui va être proche de toi, ou quelqu'un qui va prendre ton côté puisque toi, tu rentres dans... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il se retrouve à faire son truc où il va tirer du droit et ça donne rien. Mais juste un dernier mot avant qu'Yacine parle. Pour revenir à ce que je disais juste avant, que c'était voulu, que c'était quelque chose de décidé. Les mecs étaient contents à la fin du match, enfin presque contents, hormis du résultat. Dans les interviews, Kimpembe, etc., ils étaient satisfaits du plan de jeu entre guillemets. Pour eux, ils avaient presque rempli le contrat au-delà au dépend du résultat. Dans le jeu pratiqué, dans la solidité, ils étaient plutôt satisfaits. Il a manqué pas grand-chose dans leur discours, etc. Voilà, en gros, Kimpembe, il dit oui, ça a été difficile, mais il faut pas oublier les bonnes choses qu'on a faites durant le match. En gros, pour je eux, sais pas de quoi il parlait. Ils ont bien coulissé, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il a manqué pas grand-chose dans l'efficacité offensive. Donc pour moi, ça rejoint ce que Romain disait et ce que je disais dans le plan de jeu, c'est que c'était complètement ils ont rempli le contrat du plan de jeu, quoi. En déclaration, j'ai mieux quand même. J'ai Pochettino qui dit oui, on a souffert, mais c'est normal de souffrir face à une équipe comme City, et parfois on a besoin de souffrir, hein, ce sont ses mots. Et il ajoute que ça c'était en première mi-temps, et qu'en deuxième mi-temps, on a vu par phase le PSG contrôler le ballon. Ça, c'est extraordinaire, Romain. Je vais m'en aller. Moi, c'est bon. C'est pas possible. Je vais lâcher le micro comme Obama. Non, mais de toute façon, il se fout de nous. On le sait, on le voit. Enfin, c'est déjà les tweets de ces conférences de presse, ça devient des trolls de la part des CM du Paris Saint-Germain. Enfin, j'arrête. Moi, vous savez quoi, Pochettino, je lis que les interviews longues parce que il y a énormément de messages cachés dedans. Et si on regarde les 2 dernières interviews qu'il a faites, qui sont pour moi honteuses. Celle dans l'équipe vendredi et celle surtout dans le Guardian, dont on n'a pas beaucoup parlé en France, mais celle dans le Guardian, elle est honteuse. Il y a des trucs. Alors, on en a parlé, nous, Romain, dans le dernier podcast. Ouais, mais vous, parce que on est dans un média qui est 100% parisien, etc. Mais dans les gros médias, dans les médias tradis, personne n'en a parlé. Pochettino nous a menti. Pochettino, il nous a dit quand même, moi j'ai trouvé ma maison, je suis bien, je suis tranquille. Et puis là, on lit dans une interview dans le Guardian que ça fait 1 an qu'il habite à l'hôtel et que le staff de l'hôtel c'est sa petite famille. Excusez-moi, mais c'est. Mais il a aussi menti, Romain, sur le mercato, parce que cet été, quand il avait gardé le silence et puis il avait parlé après les velléités de départ vers Tottenham en disant oui, non, sur le mercato, Leonardo me consulte toujours. C'est ce qu'il avait dit ça au mois d'août, au mois de septembre. Et là, dans le Guardian, il dit ouais, mais moi, on me demande pas forcément mon avis. Voilà, les joueurs sont là. Leonardo me le dit, mais me demande pas forcément mon avis. Ça, c'est dans l'équipe. Il dit on m'a mis Donnarumma, je dois faire avec. Enfin, il le dit pas d'une manière négative, puisqu'il dit que c'est une chance d'avoir ces gardiens-là, mais il fait comprendre qu'il était en aucun cas dans le process de décision pour l'arrivée de Donnarumma, par exemple. Donc les déclats de Pochettino. Voilà. Ouais. Voilà. C'est entre la langue de bois pendant les conférences de presse et lui qui dit qu'il sait où il veut aller et qui voit où est son projet alors que personne ne le voit. Voilà, j'arrête moi. Ok, on va passer au thème que vous avez choisi d'aborder pour ce podcast qui concerne le match d'hier, évidemment. Et je me tourne vers toi, Yacine. Toi, t'as voulu évoquer un peu le trio offensif. On a déjà commencé à parler au début, hein, c'est pas très reluisant. Et là, tu vas donner le coup de grâce, Yacine. Hein. Je te laisse, fais-toi plaisir. T'as pas du tout aimé ni le jeu ni le comportement des 3 offensifs hier, Yacine. Non, mais en fait, il y a des séquences où on a 2 doigts de leur mettre une table, ils sont en train de prendre un café pendant que les autres y jouent. Non, mais il faut être honnête. Ils sont à 1 mètre les uns des autres.
Il manque qu'un jeu de domino. Et franchement, ils sont en vacances. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Si le club accepte de donner 40 millions, 30 millions, 10 millions à 3 mecs, on est quand même à pratiquement 100 millions de salaire, à 3 mecs qui sont là pour prendre un café et de temps en temps te dire tiens, tu sais quoi, on va jouer 5 minutes sur la plage. Hein. Allez, vas-y, viens, on fait 2-3 actions et après on se repose. On repart sous le parasol et on rejoue au domino. Non, mais sinon, moi, il n'y a pas de problème. C'est pas mon argent. Mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez accepter ça? Hier, ils se foutent du monde. Alors, il y a les amoureux des stats qui vont te dire « Ah, Mbappé, il a 22 ans, il a marqué 49 buts en 53 matchs en 2021, c'est génial. » Mais juste, Nkunku, voilà. Nkunku, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur français en phase de poule de Ligue des Champions de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a plus marqué qu'Mbappé en phase de poule. Il joue à Leipzig, il a 24 ans, il est formé au PSG, c'est pas une star. Donc, si vous voulez parler de stats, déjà, j'ai mieux. J'ai mieux avec Haaland en moyenne, j'ai mieux avec Nkunku. Donc, on est en train de kiffer. Il n'y a pas de problème. Hein. Je ne dis pas qu'Mbappé, il est nul, il n'a rien à faire là. On n'est pas non plus enfin, voilà, il ne faut pas exagérer. Mais juste, à un moment donné, ne nous ramenez pas tout au stats. Voilà. Il y a un comportement à avoir. Il y a des attitudes qui ne vont pas du tout. Et je suis obligé, en fait, pourquoi je voulais parler du trio? Alors, évidemment qu'il y a l'histoire de la fameuse première mi-temps contre Nantes. Et je continue de dire que, quelles que soient les caractéristiques de chacun, parce que Mbappé, la profondeur, etc., ce trio est fait pour être accompagné d'un bloc haut. Voilà. Ça, c'est officiel. Mais on est obligé de lier ce trio à Pochettino. Et rappelez-vous, l'été dernier, quand il y a eu les rumeurs, moi j'ai dit, premièrement, les rumeurs comme ça, là, je ne sais plus dans quel film c'était, mais une rumeur qui ne s'éteint pas, ce n'est pas une rumeur. Donc, déjà, ce n'est pas une rumeur. Ensuite, il a écouté les propositions. Quand tu écoutes, ça veut dire que tu es à 2 doigts de te dire, bon, bah, finalement, je ne suis pas à ma place, je vais aller ailleurs. Et vous croyez que les joueurs, ils sont débiles? Non, mais vous travaillez tous dans des médias, etc. Quand ton rédacteur en chef, ton responsable, tu sais qu'il est à 2 doigts de quitter pour une chaîne concurrente ou quoi. Mais demain, il vient te voir et te dit, hey, faut que tu. Là, ça c'est pas normal, ce papier, c'est pas normal. Mais tu dis quoi? Mais dans 3 semaines, tu n'es plus là, que tu viens de casser la tête, toi. Pourquoi tu parles avec moi? Je vais avoir un nouveau responsable dans 3 semaines. Donc tu fais semblant d'écouter, mais en fait, tu n'en as rien à foutre. Et vous croyez que les joueurs, ils sont différents? Vous croyez que les joueurs, ils se disent, moi, je vais me défoncer pour un mec qui, dans sa tête, toutes les 3 semaines, il est parti ailleurs. Il est rentré en Angleterre. Mais vous pensez vraiment que les joueurs sont débiles? Mais Yacine, Yacine, je te coupe là-dessus, mais les joueurs, ils ont aussi une ambition personnelle. Les joueurs, ils ont aussi envie de gagner, ils ont aussi envie de briller dans ce genre de compétition. Comment t'expliques parce que moi, si j'entends ce que tu dis, en gros, tu dis que les joueurs, ils veulent pas se défoncer pour un coach qui a l'air plutôt ailleurs ou mais eux, c'est quand même des joueurs professionnels. Ils veulent pas être la risée de l'Europe parce que dans le jeu aujourd'hui en Ligue des Champions, on est la risée de l'Europe, Yass. Ouais, mais les joueurs, mais regarde ce que dit Kimpembe. Ils sont qualifiés. En fait, pour eux, c'est pas important ça. Ils ont mené à City 1-0. Ils ont eu la balle du 2-1. Ils sont qualifiés. En gros, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils sont en course sur tous les tableaux aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on fait croire aux gens que tout va bien parce qu'il y a le résultat, parce que tu as mené. Hier, pendant la soirée, moi, j'ai reçu un tweet en me disant « Ok, c'est bien beau, Paris se fait trimballer, il mène 1-0. » Voilà. Une demi-heure après, tu m'envoies quoi comme tweet? Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, tu as perdu 2-1. Bah oui. Donc, tu vois bien que c'est trop compliqué aujourd'hui de parler de tout ça parce que on a une génération, enfin, même pas une génération, c'est pas une génération, c'est une partie des supporters qui sont là à dire on s'en fout, de toute façon, il faut gagner. En jouant comme ça, on a fait demi-finale. En jouant comme ça, on a fait ceci, on a fait cela. Mais à l'arrivée, tu as gagné quoi? Tu n'as gagné rien du tout. Donc, à un moment où tu me dis il n'y a que le résultat qui compte, et à ce moment-là, je vais dans ton sens. Tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Ou alors tu me dis, il y a un cheminement à avoir pour gagner. Et comme l'a dit Thierry Henry hier, tu ne peux plus jouer au football avec 3 joueurs qui marchent. Et là aussi, alors moi je vais poser une question par contre. Est-ce que réellement, le Qatar, au fond de lui, l'objectif est de gagner la Ligue des Champions? Moi je vais vous donner ma réponse. Si tu peux la gagner, c'est très bien. Mais en vérité, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de faire du business, de te donner une image, de vendre une image, de vendre Paris, mais pas de gagner la Ligue des Champions. Parce que si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu n'alignes pas
où tu ne recrutes pas 3 joueurs de ce profil-là pour faire jouer ton équipe. En plus, avec le reste d'une équipe qui est incohérent, c'est-à-dire une partie des joueurs qui sont plutôt des joueurs offensifs, les autres qui veulent jouer haut, les autres qui peuvent jouer bas, Danilo qui est pas, en fait, si tu veux, par exemple, Danilo, tu vas prendre Danilo, et je leur dis, parce qu'en plus je l'ai dit hier dans le fameux tweet de Romain, moi, Danilo, en fait, à un moment donné, j'ai pas envie de lui taper dessus. J'ai envie de taper sur les gens qui l'ont recruté et sur les gens qui le font jouer. Voilà. Moi, aujourd'hui, tu sais qui a recruté Danilo? Moi, on me dit que c'est Antero Henrique, mais voilà. Donc, enfin, il a donné un coup de main, il a rendu la chose possible. Voilà. Alors qu'il avait déjà quitté le PSG, c'était Leonardo, le directeur sportif. Est-ce qu'on peut rappeler les modalités de l'arrivée de Danilo? Oui. Toi, tu veux que je craque ou quoi? Prépayant de 4 millions, option d'achat automatiquement levée si Paris termine dans les 2 premières places de la Ligue 1. Exactement. Pas champion, 2 premières places. C'est-à-dire que même si Paris se vautrait, ce qui a été le cas l'année dernière, oui. Voilà, c'est beau. Donc voilà, donc si tu veux, à un moment donné, il n'y a pas de cohérence. Et on revient à l'idée de City, parce que c'était l'adversaire du soir. Guardiola, quand il recrute des joueurs qui correspondent à ce que lui veut mettre en place. Voilà. Donc, il y a tout ça qui ne va pas du tout. Les 3 de devant, je suis désolé, je sais, oui, et je comprends encore une fois l'idée de Pochettino. C'est des génies. Il peut se passer un truc comme il s'est passé un truc hier, c'est-à-dire sur une action. Voilà. Mais pour moi, c'est encore une fois trop. Tu sais, je l'avais dit la dernière fois, mais voilà, tu passes le bac et tu révises 2 sujets et puis tu te dis, si je tombe dessus, normalement, j'ai mon bac. Voilà, bah ouais, mais si tu tombes sur les 8 autres, bah tu l'as pas. Bah, Paris, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ouais, s'il y a un miracle, si Navas fait le match parfait, si Marquinhos tient la boutique et si un des 3 de devant fait un miracle, on va gagner le match. Alors, à l'aller, ouais, tu as gagné 2-0. Mais en vérité, quand tu regardes le contenu du match, t'es pas loin d'être dans la même configuration à une différence près. C'est que tu as Verratti, en fait, qui te permet de sortir de certaines phases de pressing et de respirer. Voilà, c'est la seule différence. Ce qui évidemment a permis aussi de la victoire du PSG au match aller. Je vous fais aussi réagir dessus, Romain et Clément. Je te donne la parole, Romain. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Yacine sur les 3 devant? Et on oublie aussi de dire que Pochettino hier a sacrifié, je crois que maintenant ça va être le cas tout le temps, hein, Angel Di Maria, qui est le recordman des passes décisives au PSG, qui est quand même un joueur important de l'effectif. Et il décide de s'en priver pour privilégier le trio de stars devant, Romain. Après, t'endors pas, Clément, on arrive. Hein. Sa rentrée à Di Maria, elle ne plaît pas en sa faveur. Hein. C'est vrai que. Mais on connaît le caractère boudeur de Di Maria aussi. Ouais, moi je suis un grand défenseur de Di Maria et j'adore ce joueur et surtout j'ai aucun mal à reconnaître que dans chaque gros match du PSG sur les dernières années, il y avait souvent un grand Di Maria qui était là. Donc oui, mais je suis pas sûr qu'avec Di Maria d'entrée, même au milieu de terrain. Même si Di Maria avait joué dans les 3 du milieu, je suis pas sûr que Paris aurait sorti une autre prestation parce que comme l'a dit très bien Yacine, c'est une question de mentalité et d'indication que donne ton coach dès le coup d'envoi. Je suis assez d'accord sur le fait que quand tu as ces 3-là devant, jouer en bloc bas et 40 mètres entre chaque ligne, c'est suicidaire. C'est du suicide en fait. Parce que et Yacine parlait des exploits individuels. C'est même pas tant le premier but qui est un exploit individuel, puisque le premier but est une action qui est plutôt bien construite et qui part d'une certaine cohérence avec, comme je disais tout à l'heure, Neymar qui redescend et des combinaisons. Et un latéral qui monte. Et un latéral qui monte. Mais l'action type individuelle de génie, c'est l'action que Neymar rate. Ça, c'est un truc qui est irréel, que personne ne peut prédire à l'avance. Et malheureusement, j'ai l'impression que Paris et Pochettino veut compter sur des actions comme ça qui sont des actions d'exception pour en faire une règle générale, comme si ça allait forcément se passer. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire que ça arrive une fois de temps en temps. Ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque match et que tu peux baser ta tactique dessus. Maintenant, j'ai l'impression et on y reviendra quand je parlerai du schéma A3, j'ai l'impression qu'on est dans un genre de fantasme, et ça se ressent dans les déclats de Kipembe, à se dire que de toute manière, on fait le job maintenant, on fait l'essentiel maintenant, et ça ira mieux après. Et on aura une chance, on est toujours
en course pour se donner une chance que ça aille mieux après. Ça ira mieux quand Verratti sera plus blessé. Ça ira mieux quand Ramos sera là et qu'on pourra enfin tester un schéma à 3, comme si il fallait absolument un Ramos, je reviendrai dessus, mais c'est aberrant aussi. J'ai l'impression qu'on est toujours dans ce désir de se dire ouais, mais vous savez quoi, allez, ça va être possible. Ça va être possible. On est toujours en course pour que ça soit possible. Je sais qu'avec Yacine, on a débriefé pas mal les matchs de Lille en Ligue des Champions. Et il y avait aussi un peu cette mentalité-là. On pousse au maximum pour se dire ça peut être possible jusqu'à la dernière journée. Et pour Lille, ça tourne bien parce qu'ils ont réussi à faire le job, notamment à Séville ou contre Salzbourg, là sur le match de mardi. Mais les motivations sont toujours de se dire ah bah on a été en course longtemps. On a été en course longtemps, donc finalement, il n'y a peut-être pas tout acheté. Ben non, parce que tout ce que tu auras fait aura été. Ça me fait penser à moi quand j'étais en 5e, en fait. Ça me fait penser à moi quand j'étais en 5e, quand j'avais des facilités. Un drôle de parallèle. Mais oui, et que j'avais 10 de moyenne, j'avais des facilités, j'avais 10 de moyenne parce que je me disais que 10, ça me suffisait pour passer, et je bossais pas. Et il y a un moment, quand il a fallu bosser, j'ai pas su bosser parce que je l'avais pas fait. Et donc, je me suis retrouvé et j'ai retapé ma terminale à cause de ça. Et donc, c'est exactement. En fait, le process est le même. On passe ric-rac tout le long en se disant de toute manière on a les capacités pour passer plus que ric-rac, sauf que comme on n'est pas entraîné à le faire, on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain, ce qui s'est passé l'année dernière en demi-finale face à City, où t'es passé, il a fallu que tu oses ton niveau de jeu, et comme tu étais habitué à le faire, t'as pas su le faire. Et c'est comme ça, et j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, qu'on n'apprend pas des erreurs, c'est lassant, ça devient lassant, parce que c'est du perpétuel gâchis en fait. On a l'impression que ce qu'on a là est une potentielle mine d'or et qu'on en fait des mots que Yacine dit souvent dans le podcast. Voilà. Oui, c'est une Ferrari qui est pilotée par un chauffeur Uber, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. C'est même pas une Ferrari, c'est un moteur Ferrari. C'est un moteur Ferrari. Il manque les roues, il manque tout, quoi. Voilà, exactement. C'est un moteur Ferrari. Il a la capacité de faire un truc de fou, mais il faut bosser dessus pour que ça soit un truc de fou. Et ça bosse pas. Clément, toi qui étais heureux de l'arrivée de Messi, on en parlait encore récemment parce qu'il est. On est tous heureux de l'arrivée de Messi. Hein. Moi aussi, ouais. Mais parce que j'en parle à Clément parce qu'on parlait aussi du Ballon d'Or et qu'il est potentiellement le gagnant de ce Ballon d'Or. Mais c'est vrai que depuis son arrivée au PSG, même si effectivement on l'a vu faire des actions de classe, marquer en Ligue des Champions, etc. Quand même l'impression, si tu compares par exemple avec l'arrivée de CR7 à Manchester, le retour de CR7 à Manchester, ça fait quand même une différence, Clément, non? Moi, je pense que Messi serait bien plus heureux s'il reprenait Pastore, son compatriote. Je pense que là, on aurait un très très bon milieu de terrain et ça irait mieux pour le PSG. Non, là, c'est la science-fiction, là. Ouais, non, plus sérieusement, ce que tu dis, en fait, ça rejoint un peu le point d'Yacine et ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant Messi, moi, évidemment, je suis un très grand fan de Messi, comme toute personne qui aime le football, mais tu rajoutes un mec qui n'est pas concerné, en plus des deux autres. Donc, ça fait 3 et ça fait trop. Et c'est exactement ce que disait Yass, c'est-à-dire que quand tu regardes le foot d'aujourd'hui et plus généralement les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, tu ne peux pas aller. Enfin, tu atteins forcément un plafond de verre quand tu as au moins 3 joueurs de pas concernés dans ton animation défensive. Si tu regardes les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une équipe qui gagne avec 3 mecs comme ça qui boivent leur café, comme le dit Yacine, ou qui ne sont pas suffisamment concernés dans les efforts collectifs. Tu ne peux pas, enfin, forcément, tu atteins un plafond de verre. Le problème dans ça, c'est que la limite à notre raisonnement, je trouve, c'est que le PSG a montré par exemple, Paris peut gagner hier. Paris peut gagner hier comme il a gagné au match aller. Et là, on dit quoi aujourd'hui? On dit quoi aujourd'hui si Paris gagne 1-0 hier et qu'ils ne prennent pas les 2 buts à la fin? On est sacrément emmerdé quand même, parce que le PSG l'a fait au match aller, parce que le PSG l'a fait contre le Bayern l'année dernière, à Munich, alors qu'il ne doit jamais gagner. Et moi, je pense que ces résultats et ces potentiels coups, entre guillemets, je pense que le PSG joue là-dessus aujourd'hui, ça biaise l'analyse en fait. Ça biaise l'analyse parce que eux, dans leur tête, un peu comme l'a dit Romain, ils se disent on peut le faire. On peut le faire parce que il manquait Verratti, parce qu'on a du talent offensif, et surtout parce qu'on l'a déjà fait.
On l'a fait à l'aller. Clément, on peut le faire, oui, Clément, je te coupe, on peut le faire, oui, mais est-ce que tu peux le faire jusqu'à la victoire finale? Est-ce que c'est suffisant pour atteindre la finale et la remporter? Bah, moi, je pense que non. Moi, je pense que eux, à l'intérieur, en étant tout le temps ensemble, en bossant ensemble à l'entraînement, en se connaissant par cœur, en plus, ils sont tous potes, ils s'entendent très bien, ils adorent jouer ensemble parce que c'est des joueurs techniques, etc. Et parce qu'ils ont déjà fait des coups comme ça. Eux, je pense, et d'ailleurs, on le voit un peu dans les déclarations de Neymar et d'Mbappé quand on bat Manchester City, et dans leur performance. Vous vous souvenez le match aller contre City, Mbappé, il a beaucoup défendu, notamment en deuxième mi-temps, il a joué. Et je pense que dans sa déclaration d'après-match, je sais pas si vous vous souvenez, il a dit vous voyez quand on peut le faire, quand on défend tous les uns pour les autres. Et ben moi, je pense que dans leur tête, ils se disent au moment M, quand il va falloir défendre, quand il va falloir aller chercher la qualif en huitième ou en quart, et ben on va se mettre au diapason. Et voilà. Et moi, je pense que ça empêche toute progression parce que il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question sur le système déjà, parce que sur l'animation, c'est impossible du fait des profils des joueurs. Ça rejoint le point de Yacine, du fait que tu es trois joueurs offensifs comme ça. De toute façon, tu étais bloqué. Tu es bloqué, tu n'auras pas d'autre choix. Et aussi dans la psychologie et dans l'approche mentale du match, parce que le PSG, hier, peut gagner le match. C'est ça le pire. Il ne doit jamais le gagner, comme à Lille ne doit jamais le gagner, comme à Munich, il ne doit jamais gagner, mais il peut gagner. Donc à partir de là et à partir du moment où ce groupe a cet état d'esprit, et je pense que l'entraîneur là aussi quelque part parce qu'il est bloqué dans ses choix, et ben on n'avancera pas, on est dans une impasse. Et l'entraîneur, il se fout de notre gueule déjà. L'entraîneur, il t'explique, tu viens de dire qu'il n'y a pas de progression. L'entraîneur, il est en train de te dire que tout va mieux depuis que plusieurs semaines, on est sur le bon chemin. Hier encore, il a dit. Il va pas dire autre chose, Yacine. Mais en fait, le problème, c'est que quand ton entraîneur, il te dit ça, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils vont se dire, on a encore des efforts à faire. Il est en train de leur dire, les gars, ça va mieux, on joue mieux, on est en progrès, on est sur le Il les conforte, il les conforte dans leur idée que. C'est ça le foutage de gueule. Et comme j'avais dit la dernière fois, ils croient qu'on est encore à l'époque de la radio. Ils croient qu'on ne voit pas les matchs, nous. C'est-à-dire qu'en plus de se foutre de nous dans ces déclarations, le mec, il pense que nous, on ne voit pas les matchs. Mais tu vas arrêter 2 minutes. Non, mais c'est pas possible. Et comment il n'y a personne dans ce. Attends, Leonardo, parce que je suis obligé de dire un mot. Leonardo, il vient quand ça gagne. Mais t'es où, Leonardo, là? T'es où? À un moment donné, tu ne veux pas venir dire bon, je suis désolé, le coach est en train de dire de la merde. Voilà. Franchement, on est claqué. Et hier, si on est juste lucide, c'est 5-1. Le match, il peut finir à 5-1 et il n'y a rien à dire. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'on va retenir le tiens, on aurait pu gagner sur Neymar. Alors que s'il y a pas 2 sauvetages sur la ligne de Kimpembe, un dans la tête d'Hakimi et des parades de Navas, il y a 6-1. Mais bien sûr, il y a 3-0 à la mi-temps. Et puis il y a le poteau de Gundogan. Il y a le poteau de Gundogan en première mi-temps. Et évidemment, le double arrêt de Navas sur un coup franc de, je crois que c'est Riyad Mahrez qui l'a mis dans le paquet. Et il y a un double arrêt de Keylor Navas. Donc déjà en première mi-temps, au bout de 10 minutes, tu peux avoir 2-0. Mais t'as raison. Le sauvetage d'Hakimi sur Mahrez. Non, mais t'as raison. Il y a un sauvetage de Kimpembe aussi. Tu penses que Pochettino, il va se pointer en conférence de presse là, il va dire ouais, on a mal joué, vous avez raison, Messi, Neymar, Mbappé, ils défendent pas, on est éclaté. Mais je peux pas, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de les mettre. Mais Peter Bose, il le fait, Clément. Peter Bose, quand ça se passait mal au début dans les conférences, il hésitait pas à le dire. Hein. Justement, moi, le ferait Peter Bosch. Non, mais moi, je pense. C'est un problème, ça aussi, après. Je pense qu'il y a une limite entre le tout positif et je fais semblant de ne pas voir. Tu sais, aujourd'hui, malgré tout, on n'est plus en 1980. On voit tous les matchs, il y a des analyses, tu es capable de voir certaines choses. Donc, encore une fois, tu peux y mettre les formes. Tu n'es pas obligé de dire, les trois de devant, ils m'ont saoulé aujourd'hui, ils ont été nuls, ils se foutent de moi, moi, je peux rien faire. Tu n'es pas obligé de dire ça. Maintenant, tu as le droit de dire, mais évidemment qu'on s'est fait trimballer. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Tu peux dire, dans le bloc équipe aujourd'hui, on n'a pas été bon, et c'est pas taper sur tes joueurs, c'est faire un constat. Tu as le droit de le dire. Guardiola, écoute bien les analyses de Guardiola, encore une fois. Il te dit parfois, il perd des matchs et il te dit, on a été bon. Il gagne des matchs où il te dit, je suis pas content. Vous avez vu la scène en première période où il montre, vous allez coulisser pendant 2 heures. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. Et ben c'est ça le comportement. Ouais, mais tu sais quoi? Mais le pire dans cette histoire, moi je pense que Pochettino pourrait dire ça si jamais dans sa tête il avait la clé ou il avait une solution. Moi je pense que dans sa tête il en a pas en fait. Je pense qu'il en a pas et du coup il ne tiendra pas ce discours parce que il n'y a pas de perspective d'évolution. Enfin moi c'est mon Clément,
Justement, c'est bien. On va passer au sujet de Romain, parce que ça fait la jonction, c'est très bien. C'est sur Pochettino. Et sur le serpent de mer de la défense à 3, Romain, on aurait pu imaginer effectivement hier avec les blessés de dernière minute qu'il puisse tenter une défense à 3. Il avait même emmené Ramos, mais bon, on avait peu d'espoir de voir Ramos jouer, et ça fait quasiment un an qu'il n'a pas joué. Et dans une rencontre avec autant d'intensité, on avait du mal à croire que Pochettino pouvait l'aligner d'entrée de jeu, mais il avait d'autres solutions pour jouer avec une défense à 3. Et on n'y est toujours pas, Romain, alors que honnêtement, avec l'effectif que tu as, et notamment face à ce genre d'équipe, c'est la meilleure solution. Et nous, on n'a pas de diplôme d'entraîneur à part Yacine, évidemment, mais c'est quand même fou qu'ils tentent pas, alors que c'est sur les côtés qu'on a pris l'eau à chaque fois. C'est la meilleure solution quand c'est travaillé. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai l'impression que là aussi, c'est un éternel recommencement. On est au 20e match. Hier, c'était le 20e match de la saison déjà du Paris Saint-Germain. Contre le Trophée des Champions, contre la Ligue 1, contre les matchs de poule de Ligue des Champions. 20e match, 0 fois, Pochettino a tenté une défense à 3 d'entrée. Il a essayé de le mettre parfois en cours de match. On pense au match à Leipzig. Le match d'avant, c'était contre Lille, je crois, où il la met aussi en seconde période. Mais d'entrée, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là aussi, c'est le fantasme de se dire ça ira mieux. Et les joueurs de foot qui sont intelligents et qui sont forts, ils savent jouer au foot ensemble. Mais non, ça se travaille ces trucs-là. On a l'exemple. Paris Saint-Germain, Manchester City avec Laurent Blanc, le 3-5-2, c'est pas travaillé. On voit ce que ça donne. On a l'exemple dernièrement de l'équipe de France. On voit la différence entre un schéma à 3 pas travaillé à l'Euro contre la Suisse et un schéma à 3 travaillé dernièrement et les dernières prestations de l'équipe de France où c'est bien mieux. Bah oui, parce que quand on travaille un schéma, forcément, il y a plus d'automatismes qui se font. Je veux bien l'idée de il faut absolument avoir Ramos pour se mettre à 3 parce que Ramos ne pourra jouer qu'à 3. Ok, mais Kimpembe, Marquinhos, comment ils vont avoir des automatismes à 3 s'ils n'y ont jamais joué avant? Il n'y aura pas que Ramos dans cette défense-là. Donc, il y avait des possibilités. Moi, hier, à chaque changement, je me dis, bon, allez, il fait rentrer Danilo pour passer à 3. Je vois Danilo qui se met en position de relayeur droit à la place d'Herrera, comme si Danilo et Herrera avaient exactement le même rôle, les mêmes caractéristiques. Et ce que Herrera a fait et mal fait sur le match, sur le début de match, Danilo va pouvoir le faire. Bah non, c'est pas possible en fait. Quand Kerrer rentre, je me dis, bon, il va mettre Kerrer en défense centrale, comme ça on va passer à 3. Bah non, il joue arrière gauche. Kerrer, alors qu'il y a Abdou Diallo sur le banc, alors qu'il y a des solutions potentielles à arrière gauche, tu vois. Donc, la défense à 3, elle aurait servi, tu le disais, Mousse, parce que 2-1 dans tes dédoublements au deuxième poteau, comme le disait Yacine, quand Mahrez avait le ballon à droite et qui lançait souvent au second poteau, on était mis en difficulté à chaque fois, parce qu'Hakimi se retrouvait à 2 contre 1. Le sauvetage de Kimpembe en début de match sur une tête de Rodri, c'est au second poteau avec Hakimi qui est trop court. Le renversement de l'autre côté, en première mi-temps, c'était plutôt ça partait de Mahrez et ça allait vers la gauche, et en seconde mi-temps, c'était plutôt ça partait de la gauche et ça allait vers Kyle Walker à droite, qui notamment a centré sur un des 2 buts. Donc le schéma à 3, sur le deuxième. Ouais, sur le deuxième, exactement. Le schéma à 3, il t'aurait permis déjà d'étirer un peu plus ton bloc pour que Kimpembe soit un peu plus dans la zone de deuxième poteau et potentiellement Nuno Mendes pouvait rentrer et il y aurait eu moins de déséquilibre, moins de supériorité numérique, parce qu'il y a des moments où on se retrouvait avec une supériorité numérique de Manchester City dans la face du Paris Saint-Germain alors qu'on était à 7 derrière. Ça paraît fou, ça paraît quand même fou. Tu joues à 7 derrière, comme ça, tu es en bloc et tu te retrouves en infériorité numérique parce que les déplacements de tes joueurs ne sont pas bons et parce que les positionnements initiaux de tes joueurs ne sont pas bons. Donc bien sûr la défense à 3, j'aurais aimé l'avoir, mais honnêtement, je pense qu'elle aurait été testée hier soir d'entrée, ça aurait été un massacre aussi parce que les mecs ne sont pas rodés. Le problème, c'est qu'il y a eu 19 autres matchs depuis le début de saison. Il y a eu 19 matchs où tu aurais pu te dire, dans une Ligue 1 où tu as 10 points d'avance, ah, vous savez quoi, je vais tenter ça. C'est pas grave, tente-la contre Nantes, tente-la contre Clermont, tente-là contre Montpellier. Il y a des matchs cette année qui auraient permis de pouvoir tester ce schéma-là. Rien que pour essayer d'avoir un semblant de plan B.
Et dans un schéma à 3, tu peux toujours mettre tes stars, puisqu'apparemment, il faut absolument toutes les mettre, et il y a un décret qui fait qu'ils doivent être tous titulaires. Tu peux quand même les mettre. Tu peux mettre un schéma à 3 avec soit Messi, soit Neymar dans un genre de numéro 10, un peu comme l'équipe de France où ils font un 3-4-1-2, Messi ou Neymar dans ce rôle-là, et Mbappé avec un des deux autres devant. Tu peux essayer de faire ça. Tu as les pistons qui ont eu ce rôle-là dans leurs précédentes expériences, parce que le Hakimi de Dortmund, c'est dans un schéma A3, le Hakimi de l'Inter, c'est dans un schéma A3. Nuno Mendes, j'ai pas regardé tous les matchs du Sporting l'année dernière, mais on me disait qu'il était bon dans un rôle de piston dans un schéma A3. Donc, voilà, exploite au maximum les capacités de tes joueurs pour essayer que, collectivement, tu t'en sortes mieux, et qu'en plus, tu les mettes dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que, non, il a sa maraude de jouer en 4-3-3 depuis le début de l'année, et ça me paraît fou parce qu'à Tottenham, il joue à 3 derrière. À Tottenham, il faisait des systèmes avec Alderweireld, Sanchez et Vertonghen, c'était à 3 derrière, et il mettait des mecs qui étaient même pas faits pour être piston comme Ben Davies, il le mettait en piston gauche. Donc c'était voilà, il y a de l'incohérence. C'est quelque chose qu'il sait faire et c'est quelque chose qu'il maîtrise normalement. Et oui, et je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y vient pas. Il a dit dans l'équipe, le truc c'est qu'il n'a pas envie d'exploiter Hakimi à fond, il a envie de le former. Il a dit il est là pour apprendre à défendre à 4, quand est-ce qu'il doit monter. Il l'a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il l'a dit. Il a dit il est là pour apprendre quand est-ce qu'il doit monter, c'est différent pour lui. Il est là pour le former, pour le faire progresser. Mais Hakimi, on en parlera, Clément en parlera un petit peu après, mais j'ai l'impression qu'il s'auto-bride maintenant, Hakimi. J'y reviendrai après quand on en parlera. Mais Yacine a fait un papier dessus, Romain, où c'est ce qu'il explique, où il explique plutôt que c'est Pochettino qui le bride, enfin indirectement par ce qu'il attend de lui en fait. Mais oui, dans cette phrase, la phrase à l'équipe quand il dit il doit apprendre quand monter et quand ne pas monter. Si tu lui tiens ce discours, le joueur, à un moment donné, il est obligé de se dire j'y vais pas, moi, je vais pas me faire. Si je me fais trouer dans le dos, je vais me faire allumer. Donc, j'y vais pas. Et après, au bout d'un moment, voilà. Mais est-ce que quelqu'un lui demande en conférence de presse, Yacine, t'en as fait quelques-unes, et Mousse aussi, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, est-ce que quelqu'un lui demande pourquoi il change pas, pourquoi il essaie pas ce système de jeu, pourquoi il tente pas avec les joueurs? Ouais, il y a 2 ou 3 semaines, je crois, juste avant la trêve internationale, il y a quelqu'un qui lui a posé, et en fait, lui, en gros, il te répond, mais le système, ça fait pas tout. Le foot, c'est pas comme ça. Voilà, on sait où on veut aller. C'est pas parce qu'on va passer à 3. En gros, il avait dit, c'était un peu après Leipzig, il avait dit, on a changé, on est passé à 3, ça a marché, mais c'est pas dit que si on démarre comme ça marche aussi. Donc en gros, arrêtez de croire que le système, c'est la baguette magique, quoi. Ouais, c'est vrai, je crois qu'on l'a tout dit sur la défense à 3. De toute façon, Yacine, toi, on en a beaucoup parlé dans le podcast. C'était le point de vue de Romain. Et on va passer à Hakimi avec Clément. C'est vrai que nous, on avait parlé du sujet Hakimi dans le dernier podcast, notamment avec Yacine qui expliquait qu'au bout d'un moment, tu fais des appels et si t'es pas servi, et c'était le dernier match, c'est vrai qu'on avait vu la relation entre Messi et, en tout cas, la relation technique sur le terrain n'était pas bonne et que Hakimi a fait pas mal d'appels qui n'a jamais été servi et à la fin, il les faisait plus. Il se disait que ça servait à rien. Offensivement, c'est difficile. Défensivement, c'est très difficile, Clément, depuis quelques matchs. Et toi, tu voulais revenir là-dessus parce que tu es un peu déçu par le rendement d'Hakimi depuis quelques matchs. En fait, déjà, j'ai pas envie de faire son procès parce que c'est pas hier, il est pas plus mauvais qu'un autre spécifiquement et il n'a pas été non plus catastrophique. Mais c'est tout à l'heure, je te dis, en revoyant la première mi-temps, je me suis dit putain, mais que de mauvais choix en fait, que de mauvais choix avec le ballon. Alors les causes, tu les as un peu dit en préambule, c'est-à-dire que le système ne lui convient pas à 100% et de facto il est bridé. Et un joueur qui est bridé et qui dans sa tête n'est pas au maximum, forcément ça va se ressentir dans ses choix. Hier ça s'est fortement ressenti. Parce que malgré tout, il y a 10-15 minutes en première période où Paris a le ballon. Paris a des situations. Et étant donné que Neymar est très recentré, ça peut pas venir de la gauche. Donc ça vient souvent de la droite. Et Messi arrive à trouver 2-3 fois quelques décalages. Messi et Paredes arrivent à trouver quelques fois des décalages avec Hakimi. Et à chaque fois, c'est une perte de balle. C'est une perte de balle parce que il avait une relation un peu privilégiée avec Mbappé en début de saison. Et là, hier, il next tous ses appels. Tous les appels d'Mbappé ne sont pas servis.
Ses percussions, il la donne au mauvais moment, ou alors il la donne pas. Beaucoup moins de prise de risque aussi, alors que c'est quand même ce qu'on attend de lui. On attend Hakimi, voilà, quand on parle d'Hakimi, on parle d'un latéraux qui est plutôt explosif, qui est plutôt offensif, qui va tenter des choses. Hier, c'est beaucoup de passes en retrait. Alors évidemment, l'appel de balle doit appeler la passe, donc tout n'est pas inhérent à Hakimi. Mais hier, il y a beaucoup de choses qui font que dans ses choix, en fait, il se bride et du coup, il bride les actions du PSG. Et ouais, moi, il m'a un peu déçu. J'ai pas envie non plus de faire trop son procès, mais c'est un peu le joueur qui offensivement, on attend des choses. Et hier, il a eu 2-3 opportunités, il ne les a pas saisies. Et c'est vrai que tu l'as dit aussi en préambule, défensivement, ça n'a pas été trop ça. Il y a quelques actions qui sont venues de son côté. Ça m'avait pas marqué hier en direct, mais c'est vrai que il sauve une balle de but, il l'avait rappelé oui, Romain tout à l'heure, notamment de la tête. Ouais. Il est plusieurs fois pris. Il est pris, mais il est pas seul responsable. Parce que souvent, la supériorité numérique et les mouvements de Manchester City offensif font qu'il se retrouve à 2 contre 1 derrière lui. Et je sais plus quand est-ce qu'on l'avait vu. On l'avait vu avec, je sais plus si c'était avec Bernat ou l'année dernière, on avait eu ce cas de figure déjà, où les latéraux, en fait, ils se retrouvent sur des centres qui viennent de l'intérieur et ils se retrouvent à 2 contre 1 à chaque fois, de par la supériorité numérique. Est-ce qu'il n'est pas fautif sur le but, sur le deuxième je crois que c'est Roberto, non. Bernardo Silva qui est complètement seul à la réception du centre, il est complètement seul et Hakimi il est très très en retard. Parce que ce qui est fou avec ce que dit Clément, c'est qu'on a presque l'impression, comme ça arrivait l'année dernière, ça arrivait face à Manchester City, on a presque l'impression que c'est des schémas de jeu qui sont répétitifs du côté de Manchester City, c'est des schémas de jeu qui sont répétitifs du côté du Paris Saint-Germain, mais que voilà, on les bosse pas. On les bosse pas. Parce que le problème du dédoublement et du surnombre sur les côtés de Manchester City, c'est tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, c'est comme ça. Et puis ils l'ont forcément, Romain, travaillé à la vidéo. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est un jeu stéréotypé, City, mais on connaît le jeu de City. C'est pas qu'ils ont travaillé ça en fonction des faiblesses du Paris Saint-Germain, ils l'ont certainement fait. Mais c'est aussi que c'est une de leurs principales forces. Et Paris le sait. C'est pas Paris qui ne sait pas défendre cette situation-là, c'est aussi que Manchester City le fait extrêmement souvent. Et donc, de la même manière que Manchester City travaille à la vidéo pour appuyer sur les faiblesses du Paris Saint-Germain, Paris peut travailler à la vidéo pour non, moi je parlais de Paris, Romain. Je parlais de Paris, pas de City. Je disais forcément, ils ont étudié quand même. T'as senti Paris qui avait travaillé à la vidéo, c'est chez Bateau, toi, sur les dédoublements des latéraux hier? Non, mais c'est ça qui est grave. C'est là où je veux en venir, Romain. C'est-à-dire que le jeu, il est identifié du côté de City et tu peux travailler ces enchaînements. Tu peux travailler Enfin, ils les ont rencontrés la saison dernière, ils les ont rencontrés encore cette année en phase de poule. C'est pas une équipe qui est inconnue. C'est ça qui est curieux. Et t'avais de quoi faire encore une fois pour contrer cette équipe. On l'a vu Chelsea l'année dernière le faire. C'est pas une équipe qui est imbattable, City. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Florenzi s'est fait avoir au moins 3-4 fois l'année dernière, mais de la même façon. De la même façon. C'était Florenzi. Non, mais Florenzi, Hakimi, Meunier, tu peux mettre qui tu veux. Hein, si tu n'apprends pas de tes leçons, on a eu Dani Alves aussi. Hein, je sais pas si tu te souviens. Bon, vous voulez ajouter un autre mot, Yacine, Romain, sur Hakimi? Bon, alors moi, je sais pas. Yacine dit que c'est plutôt Pochettino qui le bride. Moi, je me demande si c'est pas lui qui s'auto-bride en fait. Il a été encensé en début de saison parce que ses errements, parfois errements défensifs, étaient compensés par le fait qu'il marque, et donc on ne disait rien. Et à partir du moment où il a eu moins d'efficacité, parce qu'il a été aussi moins mis en situation de pouvoir terminer des actions, il a commencé à avoir un peu plus de critiques sur le fait que dans le dos d'Hakimi c'est compliqué, etc. Et en plus il marque pas. Et donc à ce moment-là, au lieu de se dire il faut que je marque plus et où il faut que je sois encore meilleur offensivement, il a plutôt eu le raisonnement inverse, de se dire faut que je défende peut-être un peu mieux. Sauf que si tu prends Hakimi pour avoir un latéral strict qui défend et qui ne monte pas, Hakimi t'apporte pas grand-chose, quoi. C'est pas son rôle, c'est pas son style. Non, c'est pas là où il est fort. Donc moi j'ai plutôt eu l'impression qu'il s'auto-bridait par rapport aux critiques qui avaient été faites déjà dès le début de saison et qui étaient compensées par le fait qu'il marquait plus à partir du moment où il a arrêté de marquer, quoi. On a même l'impression, Romain, je sais pas si je me trompe, qu'il a même perdu un petit peu en vitesse. Ouais, parce que non, c'est pas qu'il a perdu en vitesse, c'est qu'il y va moins. Ou qu'il n'utilise plus, voilà. Ouais, il y va moins. Il y va moins. Parce que même hier,
hier, il y a quelques moments où j'ai des situations où où il prend le ballon, il la donne à Herrera et Herrera la met en une touche. Et là-dessus, il y a un vrai décalage qui peut se faire. On voit que la vitesse, elle est toujours là. Sauf que la vitesse, comme il part de beaucoup plus loin, l'amener au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, quand il avait le ballon, comme les trois étaient complètement déconnectés, il n'avait quasiment pas de solution. Et tu te retrouves à faire effectivement les mauvais choix dont Clément parlait, quoi. Messieurs, un petit peu de positif dans cet océan de propos négatifs. Il y a quand même des joueurs hier qui déçoivent rarement. Je parle notamment de Marquinhos et Navas, Kimpembe dans une moindre mesure, mais c'est vrai que Kimpembe hier, il y a eu du bon, il y a eu quelques parfois petites sautes de déconcentration comme il a l'habitude de faire, mais dans l'ensemble quand même il a tenu la baraque avec Marquinhos. Je trouvais que la charnière hier elle était quand même plutôt pas mal, et puis aussi Navas qui nous a sorti des arrêts importants. Messieurs, Marquinhos, comme d'habitude, patron de la défense, il n'y a rien à ajouter. Clément, si tu veux ajouter un mot. Et puis, Est-ce que je peux en rajouter un dans la liste que tu as dit? Mais Leandro, si tu veux. Pour moi, c'est Paredes. Je pense que ça fait 2 matchs là qu'on le voit depuis son retour. Il faut vraiment qu'il joue dans cette équipe. C'est vraiment un très beau joueur de football. Dans la relance, c'est le seul mec avec Verratti qui casse des lignes. On a parlé 1 heure dans ce podcast du 7-0-3 du PSG. Avec ce système, on a vraiment besoin de mecs qui cassent des lignes et qui trouvent les 3 gars de devant. Je pense que hier, c'est vraiment le seul qui arrive à le faire. Ajouter à cela, il est habile avec le ballon. Quand t'es face à un gros pressing, il arrive à ressortir assez facilement. Et là, moi, je pense qu'il faut vraiment l'installer au milieu de terrain avec Verratti, si Verratti est là, évidemment. Et quand Verratti n'est pas là, c'est d'autant plus une raison de le mettre parce que ça te fait un joueur de ballon en milieu, quoi. Mais il reste meilleur avec Verratti, parce que même hier, c'est vrai, il a pris quelques risques. Le premier quart d'heure à Paredes. Le premier quart d'heure de Paredes, je le trouve hyper intéressant parce qu'il y a effectivement ces genres de passes qui peuvent casser des lignes où il va chercher Messi, Neymar ou Mbappé. Il a quelques récupérations de balles, je pense. Je me rappelle d'un tacle en début de match, juste devant la surface où il arrive à récupérer le ballon assez bien. Et il a un truc, pour revenir, Moustapha, sur ce que tu disais sur Marquinhos. Il a un truc que je trouve Marquinhos n'a pas, et c'est peut-être le seul reproche que je peux faire à Marquinhos, c'est qu'à un moment il gueule sur Neymar. Il lui gueule dessus, il lui dit non mais ça va pas se passer comme ça, revenez, etc. Et c'est peut-être le seul truc qui manque à Marquinhos, c'est de pouvoir être patron sur le terrain. Caractère. Mais manque encore il a du caractère, il a l'envie de gagner, etc. Mais il manque d'assurance pour pouvoir dicter aux stars le fait que le patron et surtout Romain, d'autorité. Il manque d'autorité. Voilà. Ça c'est flagrant. C'est un bon mec, Marquinhos. Et j'ai l'impression que cette autorité-là, Paredes l'a quelque peu. Et il n'a pas le statut lui permettant de pouvoir le faire continuellement, mais il a le caractère pour pouvoir le faire, quoi. D'ailleurs, il y a un échange hier sur la pelouse entre Neymar et Paredes. Ça n'a pas l'air d'être des amabilités, quoi. Ouais, il faudrait le jeu de Marquinhos avec le caractère de Paredes. Exactement. Yacine, sur les côtés un peu positifs hier de la soirée, notamment Marquinhos qui tient la baraque, un mot aussi sur Paredes si tu veux, et Keylor Navas comme d'habitude, qui a sorti les arrêts qu'il fallait. En Paredes, 2 minutes, Yass. Le truc, c'est que je vais faire court. Paredes, les 20 premières minutes, quand le Manchester City joue haut, mais n'est pas dans l'agressivité, ouais, il trouve les passes. Mais quand Manchester City passe la vitesse supérieure, il trouve plus de passes. Alors, attention, c'est pas que lui, encore une fois. Pour trouver des passes, il faut aussi des solutions. Donc, les 3 devant qui étaient à tabler au café, effectivement, c'était compliqué de les appeler, de leur dire, ah, les gars, bougez. Mais malgré tout, moi, je l'ai montré plusieurs fois, quand il y a vraiment de la grosse intensité et de la densité, il a quand même du mal à trouver ces passes-là, et c'est dommage. Parce que oui, moi aussi, je préfère 1000 fois avoir Paredes que les autres, parce qu'au moins, tu sais que voilà, c'est un joueur de football. Et je préférerais toujours un joueur de football. Maintenant, il y a aussi certaines limites, et il n'est pas aidé par le fait que, effectivement, quand il y a Verratti avec lui, c'est toujours plus facile. Mais en même temps, Verratti, c'était aussi plus facile quand il y avait Mota, parce que quand tu parles le même football que le mec à côté de toi, voilà. Et Marquinhos, depuis le début de saison, et même s'il a été peut-être un peu plus impliqué sur certaines erreurs que les années précédentes, globalement, s'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Cette équipe, elle ne tient pas. Il est positionné. Déjà, sur tous les ballons aériens, quand il y a un mec qui prend le ballon de la tête dans la surface du PSG, si c'est un joueur parisien, c'est Marquinhos. Voilà, déjà.
Il sauve encore 2 frappes devant Navas qui contre. Voilà, il y a rien à dire. C'est lui le leader défensif. Voilà. Après, on en a parlé plein de fois. C'est un sujet. Est-ce qu'il est capable d'amener les autres avec lui? Est-ce qu'il est capable de leur rentrer dedans? Voilà. Malheureusement, c'est sa limite à lui. Parce qu'on a envie de dire des fois, putain, s'il arrivait à envoyer son caractère, son état d'esprit, sa volonté un peu aux autres, il se passerait quand même quelque chose, tu vois. Et on l'a pris souvent en exemple en se disant, alors même si pour l'instant il n'a pas joué, mais Ramos au Real, à un moment donné, quand Ramos il gueule, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose. Marquinhos, quand il gueule, t'as l'impression qu'il se passe rien, c'est-à-dire qu'il crie, parce qu'on le voit des fois, tu sais, un peu s'énerver et tout, mais t'as l'impression que c'est global, tu sais, il jette un mot, tu sais, c'est comme quand tu vas être à côté de quelqu'un et tu vas dire, ouais, il y en a, ils m'énervent ici, tu vois. Ouais, mais c'est qui? Ah non, Ouais, non, sans viser. Voilà, tu vois. Et ben c'est ça, Marquinhos. T'as l'impression qu'il pousse un coup de gueule et qu'il y en a 2-3 qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? Tu sais, il parle de qui? Rapidement, messieurs, avant de conclure ce podcast, juste un dernier mot quand même sur Verratti. La question elle est simple, hein. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou est-ce que vous avez fait le deuil du grand Marco Verratti? Est-ce que ses meilleures années sont derrière lui et est-ce que ses problèmes ses pépins physiques, ses blessures récurrentes, est-ce que pour vous, voilà, un peu comme on en parlait sur Neymar, est-ce que il a encore un avenir devant lui? Quand je dis un avenir, évidemment, c'est un très grand joueur et nous, on est des grands défenseurs de Verratti, mais physiquement, ça a l'air de plus en plus difficile. Et tout à l'heure, Romain, tu l'as dit, il faut que cette équipe du PSG apprenne à jouer sans Verratti parce que souvent, et notamment lors des grands rendez-vous, il est absent pour cause de blessures en 1 minute chacun. Si vous voulez dire un mot, Romain, je te lance, vas-y. Le problème, c'est qu'il y a 6 mois, Verratti, il n'était pas en forme physique et il a permis à l'Italie d'être championne d'Europe, notamment grâce à son abattage au milieu de terrain et son travail et sa geste technique. Donc dire qu'il est fini et dire qu'il peut pas, que même s'il peut pas enchaîner, il peut toujours servir Marco Verratti. Quand je dis fini, Romain, alors quand je dis fini, ouais, c'est-à-dire, tu sais, jouer 38 journées de championnat, jouer tous les, je te parle, voilà, physiquement. C'est un très grand joueur et il l'a jamais fait. Là, nous on kiffe. Oui, mais ça, il l'a jamais véritablement fait. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, etc. Le problème, c'est que là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure et je vais être rapide, c'est que l'absence de Verratti, c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Donc, il faut essayer de le compenser pour apprendre à jouer sans Verratti. Ça ne peut pas être compensé par un seul joueur. Paredes ne va pas faire du Verratti. Pereira ne va pas faire du Verratti. Gay, Danilo, ils ne vont pas faire du Verratti. Mais ça peut se compenser collectivement. Collectivement, il faut trouver un moyen pour que le milieu de terrain fasse des choses que Verratti fait lui naturellement, individuellement. Donc c'est ensemble que tu peux remplacer Verratti. Maintenant, lui personnellement, le fait de rater 5 matchs et puis de revenir pour faire un match contre le Barça et de sortir une masterclass, il l'a déjà fait quand il a fait 21 ans, quand il avait 21 ans, il l'a fait quand il avait 26 ans, et il le fera, je pense, tout au long de sa carrière. C'est comme ça avec Marco Verratti. Maintenant, c'est à l'équipe d'apprendre à savoir jouer sans lui et à savoir jouer autrement sans lui. Clément, est-ce que la priorité, finalement, c'est pas d'aller chercher une véritable doublure à Verratti, parce que, comme l'a dit Romain, il y a personne qui joue comme Verratti dans cet effectif. Est-ce que la priorité pour les prochains mercato, c'est pas d'essayer de trouver la véritable doublure de Verratti, Clément? Pas le remplacer, quoi, tout court. Parce que de toute façon, il est pas fiable. Il est pas fiable. Oui. Moi, j'adore ce joueur. Il est magnifique. Hein. C'est peut-être le plus beau joueur technique qu'on ait, mais il est pas fiable. T'as Verratti dans ton équipe, c'est comme démarrer un jeu de cartes avec un joker. Si tu l'as, tant mieux, mais si tu l'as pas, c'est normal, quoi. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Moi, Verratti, ça fait quelques mois que j'ai tiré un trait dessus. J'adore ce joueur, encore une fois, mais tu peux pas compter sur lui. Donc, oui, il faut non seulement trouver une doublure, mais c'est même pas une doublure qu'il faut trouver, c'est un numéro 1, quoi. Yacine, même question. Hein. Est-ce que la priorité maintenant, c'est pas ça, d'aller chercher un joueur qui est capable de faire du Verratti, c'est-à-dire notamment face à des équipes comme City, de pouvoir ressortir le ballon proprement, sans stress, le mec qui te rassure un peu. Et si oui, est-ce que tu as un joueur en tête qui pourrait matcher avec cette équipe du PSG et remplacer Verratti? Il n'y a pas beaucoup de mecs comme ça. Non, mais en fait, voilà, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant à Verratti. Donc, soit tu trouves un joueur
différents et en fait t'animes différemment ton équipe, soit si tu cherches un joueur pour le remplacer, en fait tu le trouveras pas. Il n'y a pas de joueur comme Verratti. Les gens, ils partout là, sur les réseaux, sur les trucs, on t'invente, ouais, Verratti fait pas. Mais Verratti, c'est un joueur qui est à part. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si Xavi, si le Barça l'a voulu en 2015 quand Xavi arrête, si Xavi en a parlé souvent de ce qu'il est capable de faire, parce que c'est un des derniers joueurs qui est comme ça. Aujourd'hui, quand on parle d'un milieu de terrain, on parle de Barella, tu vois, des mecs qui courent, qui sont dans la percussion, qui sont dans l'énergie. On ne te parle pas de mecs qui sont capables de sortir à 12 mètres de ton but d'un pressing de 3 joueurs. Voilà, ça n'existe plus. Parce que le mec, il joue pas le même football dans sa tête, de toute façon. D'ailleurs, sa conférence de presse, à lui, par contre, elle était hyper intéressante. Tu vois, quand il t'explique pourquoi il attend le pressing, pourquoi il attend qu'un joueur sorte sur lui, qu'est-ce qui doit se passer après. Voilà, le mec, il te parle football. Après, moi, j'ai déjà dit l'année dernière, il faut prendre un joueur capable de le remplacer, pas lui tactiquement, dans l'idée du jeu. Voilà, s'il n'est pas là, comment on peut jouer avec un joueur différent. Et après, j'ai envie de te dire, c'est le football. C'est-à-dire que le coach, il fait un choix à un moment donné. Mais moi, je sais très bien que demain, tu prends un joueur, n'importe lequel, quand Verratti sera sur pied, il passera toujours devant. Parce que Verratti, en plus, il a cette capacité à pouvoir, malgré tout, jouer au moins 65 minutes dès le premier match. Avec comme face à City au match aller où il n'avait pas joué, il le met automatiquement et il fait une super bonne première mi-temps. Et oui, parce qu'en fait, Verratti, c'est un profil différent de certains. C'est-à-dire que Neymar, il a besoin d'enchaîner pour monter en puissance. Verratti, il joue pas 3 mois, tu le mets un match, il va être très fort. Voilà, le problème de Verratti, c'est l'enchaînement. Donc voilà, après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut le faire jouer Est-ce qu'à un moment donné, tu dois faire un choix de te dire, ok, bah écoute, il y a City la semaine prochaine, tu joues pas Nantes. Donc il faut gérer Verratti selon toi et peut-être pas le faire jouer tout le temps. Hein. Mais bien sûr. Après, c'est l'entraînement, donc bon, là c'est. Mais dans le style de profil, je pensais, il y a peut-être Pedri, Frenkie de Jong sont peut-être des profils qui peuvent se rapprocher, mais c'est encore différent. Hein, qui peuvent Pedri, c'est pas mal, ouais. De Verratti, mais jamais tu vas aller acheter Pedri. Le Barça, ils ne vendront pas. Donc la question ne se pose pas. La question à mon avis, ils ont dû blinder le contrat et l'option d'achat. Je crois qu'elle a 700 millions sur la clause du Attends. Moi, j'ai entendu 400 milliards. Attends, je peux dire juste un dernier mot sur l'histoire du contenu et match vite fait. En fait, tu sais, souvent, mais souvent les gens, ils me reprochent de dire en gros, moi, je suis supporter du PSG. Et en fait, il n'y a que la victoire, etc. T'es pas content quand ton club gagne et tout. Ben, évidemment que je suis content. Mais en fait, pour bien comprendre, il faudrait voir par exemple le PSG Juve de 93, où le PSG marche sur la Juve. Et ils se font tuer par Roberto Baggio, parce que c'est Roberto Baggio qui tue le PSG. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que malgré l'élimination de ce match, en fait, on l'a vécu comme une frustration et tout, mais on était fiers de ce que Paris avait proposé. Dans l'idée globale, c'était un collectif. Ils avaient mangé la Juve pendant 80 minutes. Et au match retour, vous pouvez regarder les deux matchs. Hein. Au match retour, c'est pareil. Hein. Ginola, il fracasse Torricelli pendant 70 minutes. Et t'as un vieux coup franc pourri, une frappe déviée entre Vialli, Baggio, un truc du pointu, bref, horrible. Et puis surtout, Yacine, il faut se rappeler de ce qu'était la Juve à l'époque. Le PSG qui avait 23 ans d'existence face à la grande Juve. Exactement. Et collectivement, c'était un sacré exploit. Voilà. Et collectivement, en fait, on était fiers malgré l'élimination de se dire, enfin, on a tenu tête à cette Juve-là. Il y avait Baggio, il y avait Vialli, c'était une équipe de fous. Et en fait, c'est ça la différence. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je ressens plus. C'est-à-dire que les matchs, j'attends une victoire du PSG parce que je suis supporter. Mais à aucun moment, je me dis, ouais, je vais être fier de cette équipe. Voilà, au moins, ils auront tout donné. L'élimination, ça fait partie du jeu. Tu vois, tu peux perdre un match, c'est le football. Mais au moins, de montrer quelque chose où tu as envie de te battre pour tes supporters, pour des couleurs, pour un maillot. Voilà, et pas voir des mecs qui sont là et dire, bah, si je fais l'exploit, je serai la star. Mais quelque part, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Bon, bah, messieurs, on va s'arrêter là sur cette note très optimiste de Yacine. Ça fait 28 ans, le match, ça fait 28 ans, et Yacine s'en rappelle encore comme si c'était hier, tu vois. Donc c'est que ça reste ces trucs-là. Ça reste ces trucs, alors que nous, on prend des victoires étriquées dernièrement, on se rappelle plus de la physionomie, des trucs dans ce genre-là. Donc c'est ce qui reste. On a souvent parlé avec Yacine de ce type de match, et souvent on s'est dit, c'est vrai que ces derniers temps, on n'arrive plus à kiffer. Comme on pouvait kiffer certains matchs il y a 10, 15, 20 ans.
où il y avait vraiment un contenu incroyable, du suspense. Bon, un peu plus que ça, hein, parce que les 10, 15, 20 ans, ça fait les années 2000. Les années 2000, c'est les pires. Ouais, non, voilà, oui, 93, c'était il y a 27 ans. C'était il y a 20, ouais, c'est ça, pardon. Ouais. Parce que c'est vrai entre 2000 et 2010, on n'a pas eu beaucoup de il y a eu quelques matchs quand même, hein. Il y a eu quelques matchs où. Il y a eu David Elbuet et Christophe Landrin en milieu de N'oubliez pas la première saison de Coach Vaïd, hein. Alors, c'est pas fameux dans le jeu, c'est vrai. Alors, non, c'est pas fameux dans le jeu du tout. C'est pas fameux. Mais on va, voilà. Non, Ouais, c'est ça. Ah, écoutez, heureusement, il y a eu quand même le début de l'ère Qatari où on a quand même pris pas mal de plaisir et puis après ça s'est un peu étiolé, c'est vrai. Mais faut garder espoir, messieurs. Et d'ailleurs, les prochains épisodes qui vont arriver sur le PSG, à mon avis, ça va être sur l'avenir de Pochettino. Avant le podcast, je sais plus qui me disait que le Parisien sortait une info comme quoi le PSG serait en discussion avec Zidane. Ça, Zidane, c'est un coach dont le Qatar rêve depuis qu'ils ont acheté QSI. Donc l'information peut être correcte. Donc à mon avis, les prochains épisodes, ça va concerner le coach. Est-ce qu'il n'y aura pas un scénario comme l'année dernière, un scénario à la Tourelle où on va laisser Pochettino jusqu'à la trêve hivernale puisque maintenant il est qualifié et peut-être à ce moment-là faire des changements. On verra. Nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine. Alors peut-être mardi, parce qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or lundi soir, hein, Clément, c'est ça? Et puis en plus, il y a un super match dimanche à 13h. Il va être hyper sympa à débriefer celui-là. Voilà, oui, 13h face à Saint-Etienne. Donc ouais, ça va être sympa. Un match qui s'en a pour une fois, je pense qu'on va attendre mardi pour le podcast parce que si jamais Messi est Ballon d'Or, ça nous permettra d'en parler une bonne partie du podcast, même si je vois la tête dépitée de Romain Bedouc qui comprend pas ce choix. Non, attention, j'adore Messi. Je suis très heureux pour lui s'il gagne le Ballon d'Or et je serai très heureux d'être au Parc des Princes quand il y aura un Ballon d'Or qui arrivera pour être célébré. Mais Ballon d'Or d'une année, c'est une année. Est-ce que les 6 mois de Messi à Paris méritent un Ballon d'Or? Évidemment non. Voilà. Déjà être objectif quand même. Déjà, c'est pas 6 mois, c'est 3 mois. Ouais, oui, en plus. Ouais. Bon, ok. 3 mois plus 4 avec le mois de juillet où il n'a pas joué, plus, enfin voilà. Donc depuis. Si, il a gagné la Copa América. Est-ce que oui, mais on va être clair. S'il a Ballon d'Or, c'est parce qu'il a remporté la Copa América. Bien sûr. Est-ce que depuis le 15 juillet, il mérite le Ballon d'Or, Messi? Non. Voilà. C'est tout. Non. Moi, je pensais à un joueur qui le méritait et qui a gagné le championnat d'Europe et la Ligue des Champions, même si c'est un milieu de terrain et même si c'est pas un nom clinquant. Mais je pense que Jorginho, ça aurait pas été honteux s'il le prend au vu de la victoire avec l'équipe d'Italie et Chelsea en Ligue des Champions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, étant donné qu'il n'y a pas un favori qui émerge véritablement et qui s'impose aux yeux de tous, je le donnerai à Lewandowski pour ses 2 dernières années. Lewandowski, il mérite le Ballon d'Or. Le problème, c'est qu'il gagne rien cette année à part le championnat d'Allemagne, quoi. Donc, mais il a gagné avec des champions l'année où il n'y avait pas de Ballon d'Or, donc bon, il y a un moment. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Là, il y a 2 jours, il met une retournée dans la neige. C'est pas Lewandowski, c'est un truc de fou furieux. Hein, non, c'est parce que je dis ça parce que Yacine Amned, lui, il voterait plutôt Islam Slimani. On ne sait pas pourquoi, mais. Moi, je voterais même pas. C'est très bien. J'en ai rien à foutre du Ballon d'Or. Eh ben, on en reparlera mardi prochain. On en reparlera mardi prochain du Ballon d'Or. Et puis si c'est Messi, évidemment, on sera tous très heureux parce qu'il reviendra au PSG aussi un petit peu. Même si évidemment, c'est pas sur ces matchs au PSG que va lui être décerné ce fameux Ballon d'Or. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Romain, d'être venu avec nous ce matin, débriefer le match. Je te souhaite une très bonne nuit, Romain. On va se reposer. C'est quoi le programme ce soir, Romain? Il y a le Club des 5. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Club des 5 ce soir. Et Yacine sera là. Yacine, tu débriefes les matchs de Marseille. Bravo. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Tu connais le programme. On va faire Galatasaray-Marseille, je crois que c'est Galatasaray-Marseille, et Monaco-Real Sociedad à 21. Pas mal. Ok, vous pourrez apercevoir la joie et les dents de Yacine Amned si Marseille perd ce soir. Il le débriefera avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous sur Twitter. Romain va nous mettre une photo
de Yacine heureux à la mi-temps du match PSG Nantes. On parle Là, de t'as pas Prince. pris, c'est trop tard. Non, j'ai pas pris. Mais je vais faire tous les matchs au parc. Dès qu'il y a un petit quart d'heure sympathique, je vais me mettre dans la tribune de presse et je vais faire un papier avec Yacine. Oui, pour que les gens sachent enfin que cet homme est un être humain, qu'il a des sentiments, qu'il lui arrive d'être heureux. Et oui, messieurs. Eh ben, messieurs, encore une fois, merci d'avoir été avec moi. Nous, on se donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, mardi prochain pour débriefer le match face à Saint-Etienne et aussi parler du Ballon d'Or. Salut à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.